juste histoire de vous montrer l'étendue du désastre. Voilà. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, pour le Gigabook Call of the Dead d'octobre 2015. Alors pourquoi un tel titre? Tout simplement puisque dans cette vidéo, je vais vous présenter pas moins de 16 nouveautés manga ainsi que 4 fins de série, ce qui en fait en somme le plus gros book haul de cette année 2015. Mais je me rassure un petit peu en me disant que parmi ces 16 nouveautés, il y a tout de même un partenariat et surtout 6 one-shots. Pour ne pas que cette vidéo dure des heures, je ne vais bien évidemment pas rentrer en détail dans les résumés de chacun des titres que je vais vous présenter, mais vous aurez la liste de tous les titres dont je vais parler dans cette vidéo dans la barre d'infos, donc si jamais l'un d'entre eux vous intéresse, je vous y renvoie. Certains des titres dont je vais parler dans cette vidéo, je vais passer très vite dessus, tout simplement parce que j'en ai déjà parlé dans de précédentes vidéos, et quand ça sera le cas, j'essaierai de vous mettre les liens des vidéos dans la barre d'infos également. Je vais tout d'abord commencer avec les deux titres que j'ai reçus de mon partenariat avec les éditions Kana. Donc il y a eu tout d'abord le tome 1 de Levius de Haruhisa Nakata. Il s'agit d'un seinen qui compte pour l'instant 3 tomes toujours en cours. Le tome 2 est prévu pour le 22 janvier et le tome 3 pour le 18 mars. Donc concernant Levius, c'est le titre dont je vais vous parler juste après, j'en ai fait une vidéo bien évidemment partenariat, donc je vous y renvoie si vous ne l'avez pas vu. C'est un tome 1 qui a su me convaincre, mais de toute manière c'était un titre que je comptais me procurer, partenariat ou non. Donc un seinen assez sombre sur la box mécanique que je vous recommande si jamais vous êtes passé à côté. Second titre que j'ai reçu des éditions Kana, il s'agit des 2 premiers tomes de Devil's Line de Ryo Hanada. Seinen toujours en cours au Japon avec déjà 6 tomes de parus. Le tome 3 est prévu en France pour le 4 décembre et le tome 4 pour le 4 mars. Je vous renvoie à la même vidéo que pour Levius pour avoir mon avis à propos de ces 2 premiers tomes que j'ai un petit peu préféré à Levius du simple fait que ça parlait de vampires et que les vampires de base ça me parle un petit peu plus que la box mécanique. Alors par contre je tiens à faire un petit avertissement puisqu'en fait j'ai eu beaucoup de commentaires de personnes qui pensent vraiment qu'il s'agit d'un titre dans la lignée de ce qu'on peut voir dans Twilight ou dans Vampire Diaries. Alors autant, voilà, je ne vais pas le cacher, je suis fan de l'univers que ce soit de Twilight ou de The Vampire Diaries, mais ça n'a strictement, encore une fois, aucun rapport. Vraiment faire un comparatif avec des choses qui n'ont pas lieu d'être, ça m'énerve un petit peu, parce que oui, j'ai parlé de love story entre un vampire et une humaine. Voilà, à ce moment-là, pourquoi on ne me cite pas Dracula? J'ai envie de vous dire, Dracula, c'est un petit peu le truc qui a tout lancé au niveau amour vampire humain. Concernant Devil's Line, il y a une love story, certes, mais elle n'a aucun impact vraiment shoujo-esque, ce genre de choses, mais vraiment pas, et ça m'a vraiment un petit peu agacé de voir qu'il y avait pas mal de commentaires à ce sujet, de gens qui comparent Devil's Line à des choses qu'il ne faut pas comparer, tout simplement. Donc, vraiment, les personnes qui jugent là-dessus, au moins lisez un petit bout du tome 1 pour vous convaincre que ça n'a strictement aucun rapport, et après vous porterez un jugement. Bref, il s'agit de 2 premiers tomes que j'ai beaucoup appréciés et j'ai bien évidemment hâte de découvrir la suite. Je passe à présent à 2 titres que je vous ai également déjà présentés sur ma chaîne au mois d'octobre. Il s'agit de 2 nouveautés de Masasumi Kakizaki. Donc il y a tout d'abord sa nouvelle série Bestiarius, les tomes 1 et 2. La série est toujours en cours, est terminée, ça c'est un petit peu le gros mystère, avec 3 tomes, et le 3e tome est prévu en France pour le 27 janvier. C'est un shonen qui était un petit peu en demi-teinte, ça n'a pas été le gros coup de cœur que j'espérais, et pourtant c'est un mangaka encore une fois que j'adore, qui a fait la série que je vais vous présenter juste après, qui a également fait Green Blood et le one-shot Hideout. Mais Bestiarius, c'est du shonen, ça s'en ressent, c'est beaucoup moins dark que ce qu'arrive à faire l'auteur dans ses seinen, c'est un petit peu trop gentillé. Et voilà, j'achèterai le tome 3 tout de même pour voir ce que ça donne, mais je ne pense pas que ce soit une série qui fasse énormément de tomes, même si elle est toujours en cours. Série phare de Masasumi Kakizaki, il s'agit bien évidemment de Rainbow, et là je vous présente l'Ultimate édition de Rainbow, qui est donc une édition en triple volume, qui comptera au final, si je ne dis pas de bêtises, 7 tomes, étant donné que la première édition comptait 21 ou 22 tomes. Le tome 2 est prévu pour le 2 décembre, le tome 3 pour le 3 février. Ça a été un gros coup de cœur comme je m'y attendais. Vous aviez été nombreux à me parler de cette série, à me dire que si j'étais fan de Masasumi Kakizaki, j'étais obligée un petit peu de lire Rainbow, qui est vraiment sa série, sa plus grosse série d'une part, et je pense celle qui a eu le plus de succès.
un univers très sombre, mais alors là vraiment on retrouve l'auteur dans ce qu'il sait faire de mieux, qui va nous parler d'univers carcéral. C'est vraiment très dur, très violent. Un seinen vraiment que j'adore et que je vous recommande si jamais vous ne le connaissez pas encore. C'est une bonne occasion de commencer la série avec cette édition Ultimate, bien que voilà, ça peut paraître super gros, super fragile, super chiant, mais ça coûte 15 euros, 14 euros et des brouettes, on va dire 15 euros. Vous avez 3 volumes, vous faites une super économie par rapport à l'édition précédente si vous l'achetiez en édition... enfin en volume 9 je dirais. Alors par contre, petite chose que je n'avais pas remarqué quand j'ai fait ma vidéo présentation, mais qu'un abonné m'a fait remarquer et je me suis dit effectivement, voilà, une bonne remarque, c'est qu'en fait il y a une frise qui se dessine très discrètement sur le dos du manga. Alors je sais qu'on ne verra pas très bien à la caméra avec la luminosité, mais effectivement il y a bien une frise, c'est juste super subtil et du coup je n'avais pas du tout fait gaffe à ça, donc je remercie la personne qui m'en a fait la remarque. Je passe à présent à 3 titres que je ne savais absolument pas où placer dans cette vidéo, puisqu'il va y avoir une grosse partie shoujo qui se trouve là, que je dois à une certaine youtubeuse qui a été très convaincante pour le coup, et après il y aura les fameux one shot. J'ai préféré rassembler les one shot tous ensemble pour vous en parler en dernier. Donc là c'est un peu les titres qui ne sont pas des one shot, qui ne sont pas des shoujo. Pour 2 d'entre eux je vous en ai déjà parlé, donc je vous renverrai à cette vidéo si vous voulez un avis légèrement plus détaillé. Et le dernier c'est un gros coup de cœur, mais il va dans aucune des catégories, donc il se place ici. Donc je vais tout d'abord vous parler du tome 1 de Halo de Cazenove et Haute Serrière, c'est publié chez Bambou 2. Donc là c'est un petit peu le manfra qui s'est placé complètement par hasard en ce mois d'octobre. C'est une sortie de fin septembre si je ne vous dis pas de bêtises, et je vous ai parlé un peu plus de manière détaillée on va dire de ce manga dans ma vidéo suggestion de lecture pour Halloween, qui certes est arrivée complètement à la bourre, qui n'a pas été très convaincante pour pas mal d'entre vous. Je crois que je me suis mal exprimée à propos de cette vidéo. Je ne voulais pas faire une vidéo vraiment où j'allais vous présenter que de l'horreur pure et simple, parce que pour moi Halloween, je me répète, mais ce n'était pas l'histoire de vous présenter simplement de l'horreur pure et simple. Pour moi, on peut également apprécier des séries fantastiques du moment où il y ait des petits trucs qui soient en rapport avec Halloween. Je pense notamment aux créatures fantastiques telles que les vampires, les sorcières, les loups-garous, ce genre de choses. Et pour moi, parler de shoujo comme Midnight Wolf, ce n'est pas HS. C'est clairement pas horrifique, mais ça, voilà, j'ai pas dit que le manga était horrifique, très loin de là. Mais c'est un univers avec voilà, des vampires, des loups-garous, tout ça. Et pour moi, ça avait sa place dans une vidéo pour Halloween. Je voulais vraiment que le spectre des lectures soit large et ne se cantonne pas à de l'horreur pure et simple, parce que je pouvais vous présenter de l'Eroguro très clairement. J'en ai dans ma mangatech de l'Eroguro, mais ça va toucher un public tellement infime, parce que je ne pense pas que les mineurs de manière un peu générale lisent de l'Eroguro, et même des lecteurs adultes qui n'apprécient pas du tout de voir de l'érotique grotesque dans un manga. C'est très particulier. J'aurais pu très clairement ne vous parler que de ça avec des titres comme La demeure de Lâcheur que j'ai déjà présenté sur ma chaîne, mais c'est tellement infime au niveau de ce que ça présente niveau horreur. Je trouvais pas ça très intéressant de faire une vidéo vraiment que des titres horreur du style Shunji Ito et des titres d'Eroguro. C'est pour cela que cette vidéo peut paraître un petit peu brouillonne ou un petit peu trop vague. Voilà, et je voulais m'exprimer à ce sujet. Donc concernant Halo, ça a été une très bonne découverte. C'est vraiment un titre dont je trouve on n'a pas du tout entendu parler. Moi je suis tombée complètement par hasard sur Manga News en regardant un petit peu ce qui allait sortir au mois de septembre-octobre. Et vraiment ça a été un beau coup de cœur. Donc voilà, je vous recommande la série si vous la voyez chez votre libraire, ou si jamais vous avez l'occasion de la commander. Autre titre dont je vous ai parlé dans ma vidéo suggestion de lecture pour Halloween, il s'agit du premier tome de Sorcières et Ténèbres de Hiroko Nagakura, qui est encore une fois l'auteur de Rid of Turkey, et c'est publié chez Komiku. Donc la série est terminée en 2 tomes, et le tome 2 est prévu pour le 28 janvier. Alors Sorcières et Ténèbres, ça n'a pas été le gros coup de cœur que j'espérais. J'étais un tout petit peu déçue de ma lecture parce que je ne m'attendais tout simplement pas à ce que j'ai vu dans le manga. Alors ça n'en reste pas moins une lecture qui a été sympathique. Si vous aimez les mangas qui sont pas trop sombres, il y a une bonne dose de fantastique, des sorcières, des créatures, tout ça. C'est un titre qui pourrait vous plaire. C'est pas, voilà, on sent que 2 tomes ça va suffire, que l'auteur n'avait pas besoin de développer plus que cela. Ce qui m'a un poil dérangé en fait, c'est l'héroïne, tout simplement, que j'ai trouvé un peu nunuche,
voilà, on va dire les choses clairement. Et puis un petit peu au niveau des dessins, j'ai pas été super fan en fait de l'héroïne. Bon là c'est complètement subjectif, donc je vous renverrai encore une fois, je vous mettrai le lien de la vidéo, même si elle est assez récente, de mes suggestions de lecture pour Halloween, parce que ça se prêtait vraiment bien à cette période de l'année. Dernier titre que je ne savais absolument pas où placer dans cette vidéo, je pense qu'une vidéo à lui tout seul il l'aurait très largement mérité. Je ferai peut-être d'ailleurs une vidéo quand tous les tomes seront parus, même si les tomes suivants je vous en parlerai très probablement dans des lectures en cours. Il s'agit du premier tome de Shisakobe de Minetaro Mochizuki, c'est publié chez l'édition Le Lézard Noir. Donc il s'agit d'un seinen qui est terminé en 4 tomes et le tome 2 est prévu en France pour le 18 février. Alors Shisakobe, si vous suivez un petit peu l'actualité du Lézard Noir, que ce soit sur Facebook, je pense surtout à Twitter, c'est vraiment le titre qui a fait sensation en ce mois d'octobre. Il me semble bien que c'est une sortie de début octobre. Et c'est un titre qui s'est arraché dès sa sortie. Alors moi j'étais un petit peu sceptique, je n'ai pas commencé le titre dès qu'il est sorti, mais en fait de voir qu'il y avait autant de gens qui avaient des avis positifs à son sujet, je me suis dit que ça valait très franchement le coup de s'y intéresser. Donc il est vendu au prix de 15 €, si je ne vous dis pas de bêtises, c'est un tout petit peu cher. Mais après voilà, c'est des gros volumes et c'est une très belle édition. La couverture du tome 4, si vous allez la voir par exemple sur Manga News, elle est vraiment magnifique. Il y a déjà le visuel de la couverture du tome 2 pour la France qui est bon, identique à ce qu'on a pour la version japonaise, mais voilà, vous avez déjà le visuel final pour la couverture française. Donc j'ai vraiment hâte d'en découvrir la suite. Alors de quoi ça nous parle? Très simplement, ça va nous parler du bonhomme que vous voyez sur la couverture qui va perdre ses parents lors d'un incendie, et en fait il va se retrouver à reprendre l'entreprise familiale, sauf que c'est le gars qui a l'air un petit peu détaché du reste du monde, qui a l'air de s'en foutre un petit peu du reste du monde en fait, et qui va devoir cohabiter avec cette jeune fille qui elle s'occupe d'enfants enfin, d'orphelins tout simplement. Et en fait ça va être une cohabitation qui va devoir se faire entre ce type qui est un petit peu en marge de la société avec cette fille qui semble être plus ou moins amoureuse de lui, ou du moins très attachée à lui, un petit peu jalouse quand il s'intéresse à une autre femme, et à tous ces gosses qui vont foutre complètement le bordel dans sa vie. Donc c'est un manga tranche de vie très calme, très posé. J'ai vraiment adoré cette lecture. Alors si vous cherchez un seinen bourré d'action, tout ça, non. Mais alors par contre c'est très poétique, beaucoup d'émotions, et voilà, un chara-design que j'apprécie tout particulièrement. Petit point faible, on va dire, de ce titre, c'est sa fragilité au niveau du dos. Voilà, c'est ce que je regrette un petit peu vu le prix. On voit très clairement qu'en le lisant un petit peu trop, il s'abîme un petit peu à ce niveau-là, mais sinon, voilà. Le Lézard Noir, comme je l'ai dit, c'est une maison d'édition à laquelle je m'intéresse de plus en plus, comme les éditions IMO, dont je vous présenterai un titre pour le book haul du mois de novembre, et comme les éditions Casterman, là encore vous aurez un titre présenté au mois de novembre. C'est vraiment 3 maisons d'édition qui sont un petit peu en marge de ce que lit le grand public, de ce que lit, oui, le grand public manga, mais c'est vraiment super intéressant et j'ai hâte de vous parler de d'autres titres de cette maison d'édition. J'enchaîne à présent avec la petite partie girly de cette vidéo, puisque je vais vous parler de 3 nouveautés shoujo qui ont rejoint ma mangatech. Alors pourquoi autant de nouveautés shoujo dans le même mois alors que j'étais plus axée seinen ces derniers temps? Et bien tout simplement à cause de certaines vidéos de Tiffany de la chaîne Noyau d'Abricot, donc je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'infos si jamais vous ne la connaissez pas. Elle lit surtout du shoujo, elle lit un petit peu de shonen, très peu de seinen, mais elle lit surtout du shoujo. Entre autres, elle fait des vlogs, elle fait toutes sortes de choses, et j'ai regardé un petit peu ses vidéos où elle parlait de shoujo, et elle a été juste suffisamment convaincante pour m'intéresser sur des titres qui, je pense pour 2 d'entre eux, auraient rejoint ma mangatech tôt ou tard. Mais pour l'un d'entre eux, enfin pour le premier que je vais vous présenter, c'était vraiment pas gagné d'avance. J'étais super sceptique, je prends pas. Et finalement j'ai pris et j'ai beaucoup apprécié. Il s'agit de Come to Me. Alors oui, j'avais pas fait les choses à moitié, j'avais pris les 3 premiers tomes qui étaient sortis et que j'ai bien galéré à voir, puisque c'est toujours quand on veut des titres shoujo, quand on veut se lancer dans des séries, que le tome 1 est juste introuvable. Donc il s'agit d'un shoujo de Nachiyuki, c'est publié chez Soleil dans leur collection shoujo, et bonne nouvelle, c'est un titre terminé en 8 tomes. Je ne voulais pas me lancer dans un énième shoujo à rallonge, puisque le shoujo à rallonge c'est l'une des premières choses que j'arrête quand je fais mes tris. Qu'est-ce que je continue, qu'est-ce que j'arrête? Les 3/4 du temps, ce que j'arrête en premier, c'est les shoujo où il y a juste 3 tonnes de tomes à acheter et où je me dis mais
où ça va, quoi. Quand ça dépasse la dizaine de tomes, déjà, ça commence à m'agacer un petit peu. Concernant Come to Me, bah, bonne nouvelle, c'est terminé en 8 tomes. Le tome 4, il est sorti, je vous l'ai montré dans ma photo, si vous me suivez sur Facebook et Twitter, je vous l'ai montré en photo dans ma super photo d'achat d'hier, tout simplement. Le tome 5, il est prévu pour le 3 février. Peut-être qu'on aura la fin en 2016, je pense plus pour début 2017. Mais voilà, c'est vraiment alors je dirais pas le coup de cœur, mais la bonne lecture à laquelle je ne m'attendais vraiment pas, parce que c'est à des années-lumière de ce que je suis en train de lire et de tout ce que je vous ai présenté précédemment. Donc je vous montre tout d'abord les couvertures des 3 premiers tomes, donc la couverture du tome 1. Les couvertures, vraiment, pour moi, ça payait pas de mine. Enfin voilà, j'étais pas ultra convaincue. Le seul truc qui m'a un petit peu convaincue, c'était le petit dessin de la petite maison. Faut pas chercher, faut pas chercher. La couverture du tome 3, le tome 4, je vous le montrerai pas dans cette vidéo, mais je vous en parlerai dans un prochain numéro des lectures en cours. Alors, Come to Me, je vous la fais très vite, c'est une jeune fille qui, en gros, est très pauvre, hein, elle est limite misérable. On nous la présente vraiment comme une jeune fille qui n'a pas du tout les moyens et qui, pour joindre les deux bouts avec, à côté de ses études, en fait, tout simplement, elle distribue des journaux. Et c'est un personnage qui va très vite vous agacer, ne vous inquiétez pas, c'est totalement normal, puisqu'elle se dévalorise tout le temps, elle se traite elle-même de poubelle ambulante, enfin bon, voilà, elle se considère comme sale, faut pas la toucher, sinon on va choper des microbes, ce genre de truc. Et elle est tellement distraite, qu'elle va renverser le jeune homme que l'on voit sur la couverture du tome 2, qui était à moto, je crois, et elle va avoir un petit peu le coup de foudre, lui du moins le gros coup de foudre, et elle le considère comme un trésor national de beauté, un truc comme ça, pour être totalement abusé. Et de fil en aiguille, elle va être amenée à vivre avec ce jeune homme et être un petit peu sa gouvernante. Le shoujo des plus classiques, c'est pas... ça révolutionne clairement pas le genre, mais j'ai trouvé les personnages attachants et même s'il n'y a pas d'intrigue, même si tout est extrêmement prévisible, ben j'ai trouvé ça suffisamment bien foutu, avec assez d'humour, de touches mignonnes, pour me donner envie de me bouffer très clairement les 3 tomes en même pas 1 heure. Donc c'est un shoujo sympathique. Voilà, je dirais pas non plus, c'est le shoujo, si vous êtes passé à côté, vous avez loupé votre vie. Mais voilà, pour moi c'est la bonne surprise de ce mois-ci. Et le tome 4, je vous le présenterai courant le mois de novembre dans un épisode des lectures en cours. Second titre shoujo que j'ai commencé encore une fois à cause de Tiffany. Il s'agit de The Sleeping Princess, terminé en 3 tomes, de Yuna Sasaki. C'est également publié chez Soleil dans leur collection shoujo. Donc déjà je vous montre les couvertures. Ce n'est vraiment pas une nouveauté de cette année, autant Come to Me c'est une nouveauté de cette année, mais The Sleeping Princess, c'est une série qui a été éditée courant 2014 en France. Les 3 tomes sont sortis en 2014 et j'avais bien évidemment repéré la série quand elle était même encore en cours de parution, mais je n'avais jamais craqué, tout simplement parce qu'il n'y en avait que très peu de retours et j'attendais d'avoir vraiment un avis à propos des 3 tomes pour savoir je prends pas, et Tiffany a été juste ultra convaincante quand elle parlait de ces 3 tomes. Alors je vous la fais très courte, c'est un petit peu l'histoire revisitée de La Belle au Bois dormant. Une jeune fille qui va être tout le temps à l'hôpital pour veiller sur son père malade jusqu'à ce que celui-ci meurt. Voilà, c'est un shoujo avec lequel vous allez énormément vous marrer. En fait, elle va tout simplement tomber amoureuse du médecin qui s'occupait de son père. En fait, ils font semblant d'être ensemble puisqu'elle sait que son père est condamné par sa maladie et lui, il aimerait la voir avec un homme, avec un garçon, même si elle n'a que 16 ans, hein, il me semble. Il aimerait voilà être sûr de la laisser avec quelqu'un qui prenne soin d'elle, puisque si je ne dis pas de bêtises, elle a déjà plus sa mère. Voilà, c'est vraiment l'histoire qui commence super bien. Son père meurt très rapidement et là en fait il n'y reste que le médecin avec qui elle va commencer à vivre une légère histoire d'amour, bien que ça soit pas vraiment ça. Et malheureusement pour elle, ça ne s'arrête pas là puisqu'elle est atteinte de la même maladie que son père, pour laquelle il n'y a strictement aucun traitement. Sauf que le médecin, il n'a pas trop envie de la voir mourir comme est mort son père. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il va la cryogéniser. Oui, et d'ailleurs il va pas lui demander son avis, il va lui dire j'ai un moyen pour te sauver, en attendant j'ai un truc, voilà, ça va te rendre plus ou moins immortel. Et elle va, les yeux fermés, vas-y, fais ce que tu veux, et il va la cryogéniser. Elle va être réveillée quelques années plus tard, mais vous allez voir, quelques années plus tard, retrouvera-t-elle le docteur qui l'avait endormie? Comment ça va se passer pour la suite? Est-ce qu'elle va être ou pas guérie? Je vous laisse le découvrir. C'est un manga, alors autant vous dire, le tome 1, ça s'arrête quand elle est cryogénisée, hein, ça c'est...
Tome 1, c'est à peu près tout ça. Les tomes 2, le tome 2, très très sombre. Vraiment, je me suis dit, mais dans quoi je me lance? C'est vraiment super sombre. Et le tome 3, c'est le dénouement. Donc le dénouement, il est sympathique. Il est assez prévisible hein, au niveau du happy end. Hein. Après toutes ces péripéties, oui, ça se termine bien. Je ne vous spoil pas la fin, mais ça se termine bien. Donc c'est un shoujo que je vous recommande si vous cherchez un petit shoujo court, hein, vraiment court à lire, dont tous les tomes sont parus. Côté dessin, par moment, c'est très très bizarre. J'essaie de vous chercher une image, enfin voilà, il y a des moments où au niveau du dessin, on a envie de dire à l'auteur, qu'est-ce que tu nous fais c'est pas extraordinaire niveau dessin, mais c'est vraiment au niveau de l'histoire que c'est pas mal du tout. Alors je sais pas si c'est dans le tome 1 que ça m'a choqué. Ça doit être vraiment dans les tomes d'après où vraiment les dessins m'ont beaucoup plus choqué. Donc il y a un petit peu de scènes d'amour, de sexe, bon, vraiment pas beaucoup. Donc voilà, une bonne découverte, enfin un titre que voilà, j'hésitais déjà à me procurer, mais que je vous recommande bah, si jamais vous le voyez en rayon et que vous cherchez une petite série pas très drôle, hein, pour le coup on est bien d'accord, à commencer. Et enfin, dernier shoujo que j'ai commencé à cause de Tiffany, mais que malheureusement je n'ai pas eu encore le temps de lire puisque j'ai acheté tous les tomes qui sont parus, mais je n'ai pas encore eu du tout le temps de m'y intéresser, et pourtant, vu la mangaka que c'est, je pense que c'est du high level niveau shoujo. Il s'agit des 6 premiers tomes, parce que oui, autant ne pas faire les choses du tout à moitié, de Dreaming Sun de Ichigo Takano, c'est publié chez Delcourt. Donc cette mangaka, ça vous dit peut-être quelque chose tout simplement parce que c'est celle qui a fait Orange. Je pense que Orange n'est absolument plus à présenter vu son immense succès amplement mérité, série publiée chez Akata, que je vous recommande si vous, je sais pas pourquoi vous hésitez à la commencer vu qu'elle va s'achever l'année prochaine avec son 5e tome. Dreaming Sun, c'est un shoujo qui est terminé en 10 tomes. Le tome 7 est prévu en France pour le 2 décembre. Alors là, je vous propose un truc, soit j'attends que le 7e tome sorte et je vous fais une vidéo à propos des 7 premiers tomes, courant le mois de janvier plutôt, parce que courant le mois de décembre ça me paraît super compliqué. Ou alors ce que je pensais faire, c'est attendre que tous les tomes soient parus et je vous ferai vraiment une vidéo chronique, très probablement coup de cœur, ça je le sens venir, où je vous présenterai les 10 tomes de la série qui j'espère sera terminée courant 2016, puisque cette série n'est pas une nouveauté de cette année. Le tome 1 il était sorti en juillet 2014 et déjà à l'époque j'hésitais à me le procurer, mais Ichigo Takano, il me semble que le Orange s'est sorti un petit peu après, et Dreaming Sun ça a eu des problèmes au niveau de sa parution. Je crois que ça a été stoppé à un moment donné en France ou au Japon, je ne sais plus, mais ça a un petit peu ramé, puisque là on est fin 2015, on va avoir que le 7e tome, donc rythme de parution un peu lent. Donc je vous montre les couvertures des 6 premiers tomes, voilà, quand même assez intéressant, on reconnaît bien le dessin de l'auteur. Donc si vous n'avez pas lu Orange, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez, mais lisez-le. Pour les fans ou pas de shoujo, ça c'est vraiment pas un problème. Dreaming Sun, je pense que ça touchera un public un peu plus féminin. À voir, hein. Pour l'instant je ne me suis même pas renseignée sur de quoi ça parlait, enfin je m'en rappelle plus du moins, mais juste de savoir que j'étais passée à côté d'une série que pourtant je connaissais de nom, de Ichigo Takano, ça je comprends pas moi-même. Donc ça je vous en reparle bien évidemment sur ma chaîne à coup sûr. Je ne sais vraiment pas quand j'en reparlerai, si j'attends que tous les tomes soient parus ou pas. Voilà, affaire à suivre, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez d'ores et déjà lu ou commencé, et ce que vous en avez pensé, bien évidemment sans aucun spoil. Je vous montre quand même un petit peu les dessins, parce que là j'avais terminé sans vous montrer les dessins. Donc voilà, je suis quand même un petit complètement au pifomètre hein, au niveau des dessins. Voilà. Je passe à présent aux 6 one-shots que je me suis procuré en ce mois d'octobre. Donc il y a tout d'abord Panorama de l'enfer de Hideshi Ino, c'est publié chez Ino. Donc celui-ci je vous l'ai déjà présenté dans ma vidéo suggestion de lecture pour Halloween. C'est vraiment un titre qui se prêtait vraiment bien à cette période de l'année, très sombre, très flippant, très glauque. Voilà, un bon titre si vous êtes fan de ce genre. Et je sais que l'auteur a fait pas mal d'autres titres, mais pour l'instant je n'ai que celui-ci de cet auteur. Très brièvement présenté, du moins juste montré dans la même vidéo, il s'agit du journal des chats de Junji Ito. C'est publié chez Tonkam, c'est bien évidemment de Junji Ito. C'est un petit peu de l'autobiographique, je vous montre la couverture qui est vraiment géniale.
comme vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment, Shunji Ito, c'est vraiment un mangaka que j'adore, dans le registre de l'horreur, et là, on le voit plutôt dans le registre de la comédie, bien que le seul truc vraiment flippant dans ce manga, c'est Shunji Ito lui-même. Donc voilà, on va le suivre avec sa femme et tout, quand il a aménagé dans sa nouvelle maison. Et en fait, ils vont avoir 2 chats. Donc lui, il était plus chien que chat, mais finalement, il va se retrouver à vivre avec 2 chats. Et c'est la cohabitation parfois pas super évidente avec les chats. Et voilà, Shunji Ito est parfois un petit peu flippant. Il y a un moment où il y a des vraies photos de ces chats, puisque c'est, comme je l'ai dit, c'est de l'autobiographique. Donc voilà, l'un des 2 chats et le second chat. Donc c'est intéressant de voir l'auteur dans un autre registre que l'horreur. Vous avez entre chaque chapitre un petit bout d'interview, petite question, petite réponse de l'auteur à propos de sa carrière. Donc si vous êtes fan de Shunji Ito, c'est bien évidemment, je pense, un titre qui s'impose dans votre mangatech. Je passe complètement du coq à l'âne en vous présentant le one-shot Hybrid Child de Shungeki Nakamura. C'est publié chez l'édition Asuka et pas Taifu. Je sais pas pourquoi j'ai parlé de Taifu la dernière fois, mais c'est publié chez Asuka. Donc c'est la mangaka qui a fait Shunfu Romantica et plus récemment Sekaiichi Atsukoi. Enfin plus récemment, les 2 séries sont toujours en cours au Japon et en France. Hybrid Child, je l'ai acheté tout simplement parce que c'est de cette mangaka, que j'ai Junjo, j'ai Sekaiichi, et je me suis dit pourquoi pas tester un one-shot de cet auteur. Alors en fait c'est une succession d'histoires courtes autour des Hybrid Child. Alors des Hybrid Child, ce sont des personnages qui sont en fait des espèces de poupées, un petit peu à la version Chobits, on va dire humanisées, qui évoluent, grandissent, tout ça en fonction des sentiments que leur portent leurs propriétaires. Alors c'est intéressant dans le sens où pour une fois l'auteur ne nous bombarde pas de scènes de sexe. Voilà, si c'est un truc qui vous dérange dans le yaoi, il n'y a aucune, voilà, pratiquement aucune, mais quasi aucune scène de sexe dans ce... Voilà, ouais, vite fait. Dans ce manga, il y a des histoires un peu plus tristounettes d'ailleurs, que les unes que les autres. C'est pas vraiment des destins très très gays, même si très gays. Bref. C'est vraiment parfois un petit peu tristouné, je m'attendais à des trucs un peu plus joyeux, mais voilà, c'est tout de même assez sympathique, c'est dispensable si vous cherchez vraiment un titre yaoi super génialissime, mais si vous êtes fan comme moi du travail de la mangaka, pourquoi pas. Demi-flop, voilà, c'est pas vraiment un flop, on va dire c'est un entre-deux. Il s'agit de l'adaptation d'Alice au Pays des Merveilles d'après l'œuvre de Lewis Carroll. C'est publié chez Nobinobi dans leur collection Les Classiques en manga. Alors c'est une collection chez cette maison d'édition que je n'avais pas encore testée. Le seul titre qui à la limite m'intéressait un petit peu, c'était Sherlock Holmes, puisqu'ils avaient la Princesse Sarah, les 3 mousquetaires, ce genre de choses, Roméo et Juliette, voilà, il y avait plein de titres, mais il n'y avait rien qui m'intéressait. Et celui-ci, il m'intéressait, je voulais absolument quelque chose en rapport avec Alice au Pays des Merveilles. Alors pourquoi autant de sorties Alice au Pays des Merveilles au mois d'octobre chez Nobinobi? Eh bien tout simplement puisqu'on fêtait les 150 ans de l'œuvre. J'ai lu l'histoire originale, mais il y a de cela très longtemps, donc par rapport à cette lecture, je me suis plus basée sur mes souvenirs de la version Disney. Je sais que c'est pas bien parce que Disney a tendance à revisiter de manière très très gentillette les contes desquels il s'inspire, mais pour le coup c'est vraiment la version Disney qui est la plus récente dans mon esprit, et du coup là on est dans une version manga, hein, vraiment l'héroïne c'est l'héroïne un petit peu shoujo, il me semble d'ailleurs le titre est classé shoujo si je dis pas de bêtises, que je regarde avec mes notes. Oui, c'est du shoujo. Il est vendu 8,75 €, ce qui est un petit peu cher, mais vraiment entre les 3 titres qui étaient proposés, donc il y avait celui-ci, il y avait In Wonderland, que je ne prendrai absolument pas parce que je trouve cela, alors c'est mon avis, mais je trouve cela très moche, et en plus ça coûte 22 €, donc no way. Et au mois de novembre, ils vont sortir la même version, mais dans leur collection Les Contes Kawaii, et c'est vraiment une collection qui ne m'intéresse pas parce que c'est vraiment trop kawaii, et c'est vraiment... je vois pas l'intérêt, tout simplement, c'est pas mon délire. Donc pour celles et ceux qui se demanderaient, puisque ça a l'air vraiment tout fin, est-ce que ça suit jusqu'au bout l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles? Est-ce que c'est coupé? Est-ce qu'il manque des trucs? Alors c'est revisité, parce qu'il y a des animaux qui clairement ils sont pas dans la version de Disney, et je crois pas qu'ils étaient dans la version de Lewis Carroll. Genre des souris. Je sais pas, des souris qui s'incrustent. On retrouve l'histoire avec la chenille, on retrouve le chat du Cheshire, on retrouve le lièvre de Mars et le chapelier fou, on retrouve la reine de cœur, on retrouve plein de choses de l'univers de Alice au Pays des Merveilles, on retrouve la bonne continuité. Il me semble juste qu'il n'y a pas les jumeaux,
Je dis pas de bêtises, mais il n'y a juste pas les deux frères. Voilà, là on voit qu'il y a le chapelier fou, le chat du Cheshire, la reine de cœur, le lapin blanc, les cartes, la chenille, voilà, les fleurs qui parlent, ce genre de trucs. Et ça commence et ça finit, comme commence et finissent le conte de Lewis Carroll et surtout la version Disney. Je vais vraiment rester sur la version Disney. Donc de ce côté-là, ça peut paraître super court, mais ça suit bien les événements, c'est pas trop tronqué. Après, c'est un petit peu cher. Voilà, pratiquement 9 € pour un truc aussi fin. Vous avez le petit marque-page, ça je trouve ça sympa. Ça c'est bien par contre. Après niveau, j'aime bien l'édition, le côté souple, mais en même temps, voilà, il n'y a pas de jaquette, hein, c'est du livre, c'est cartonné directement. Je trouve ça sympa, mais après, est-ce que je prendrai tous les autres titres de cette collection? Je pense pas. Sherlock Holmes, je me tâte encore un petit peu, si vous avez un avis à me donner en commentaire. Mais sinon voilà, c'est pas un gros, je m'attendais pas non plus à un coup de cœur, hein, clairement. Je savais que ça allait être à la sauce manga, surtout l'héroïne, bien sauce manga, bien sauce shoujo, mais voilà. J'aime l'univers d'Alice au Pays des Merveilles de manière générale, donc de ce côté-là, ça m'a pas trop déçu. Gros craquage que j'ai fait tout début octobre, il s'agit des histoires courtes de Naoki Urasawa, c'est publié chez Kana. Ce n'est absolument pas une nouveauté de cette année, il me semble que le titre est sorti, il est sorti quand? Je regardais mes notes parce que je vais vous dire une grosse bêtise, il est sorti en 2011 et il coûte que 15 €. Alors je sais, je l'ai pas fini, j'ai pas eu le temps de le finir parce que j'ai trop de choses à lire, mais qu'est-ce que c'est bien, mais qu'est-ce que c'est bien. Ça c'est vraiment l'indispensable si vous êtes fan de Naoki Urasawa qui, bon, pour rappel, 20th Century Boys, Monster, Master Keaton, voilà, Billy Bat plus récemment, un mangaka que j'adore. Là c'est vraiment ces histoires courtes avant qu'il fasse ces grosses séries, tout simplement. Des histoires courtes sur le registre du comique, hein, les trois quarts du temps, du moins ce que j'ai lu, c'était vraiment sur le registre du comique, avec des personnages comme des policiers, un petit peu du futurisme, il y a vraiment pas mal de choses. Au niveau du dessin, c'est pas encore abouti comme ce que fait l'auteur, tout ce que fait actuellement l'auteur, mais c'est super sympa. Je vous montre la couverture qui est juste géniale. Ça fait très longtemps que j'hésitais à me le procurer, je sais pas pourquoi j'hésitais, alors qu'il est juste génial, et que si comme moi ça fait partie de vos mangaka préféré, ben voilà, c'est juste l'indispensable je pense de l'auteur. Je conclue avec un album que j'attendais énormément, il s'agit de Où est mon étoile de Sato Etone, c'est publié chez Nobinobi. Donc de cette mangaka, je vous ai déjà présenté Le Voyage de Pippo, il me semble que c'était dans une vidéo datant de octobre ou novembre 2014 et j'attendais vraiment son nouvel album puisque j'avais été super fan du Voyage de Pippo qui pour rappel a été un album qui a été récompensé, qui est vraiment d'une beauté génialissime, je vous le recommande si vous êtes passé à côté. Et Où est mon étoile, je l'attendais de pied ferme, j'ai mis beaucoup de temps à l'avoir, à le commander, tout ça. Bon, finalement je l'ai dévoré en 10 minutes, parce que c'est de l'album, je ne sais plus dans quelle collection c'est, je crois qu'il est hors collection celui-là, vu sa taille, il est hors collection. Je m'attendais à un truc comme ça, Le Voyage de Pippo, c'est un petit peu dans ce format-là, en plus court, et là, voilà l'album. Donc de quoi nous parle Où est mon étoile? Alors vous allez voir, ça va tenir en une phrase à peu près. On va suivre cette souris, je ne sais plus si la souris en question a un nom, qui a perdu un être cher et on lui a dit que quand les êtres chers meurent, ils se transforment en étoiles. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait la souris? Bah, elle veut revoir cette étoile. Alors déjà, je vous montre un petit peu en même temps niveau couleur ce que ça donne. Pas spécialement niveau dessin, mais surtout niveau couleur. Et donc voilà, blablabla, elle va interroger tous les animaux qu'elle croise et demander mais où se trouve l'étoile en gros, et à chaque fois on va lui dire de monter. Donc elle commence, elle est pas vraiment, voilà, elle commence, elle est dans l'eau, j'ai envie de vous dire, elle commence super bas. Petit à petit elle va s'élever dans les arbres, tout ce que vous voulez. Niveau couleur, bah tiens, la fameuse grenouille du Voyage de Pippo qui s'est incrustée sur cette page, et jusqu'à comprendre où se trouvent les étoiles et où se trouve son être cher. Donc je vous laisse découvrir la petite morale finale de l'histoire. Vous l'aurez compris, c'est un album qui va nous parler de l'acceptation, du deuil, enfin ça envoie du lourd niveau fun. Vous vous en doutez un petit peu, c'est ultra fun. Comment vous rajoutez un petit peu d'émotion? Une souris qui pleure. Voilà, j'ai envie de vous dire, ultra déprimant, à ne pas lire si vous êtes dans une période pas très gaie de votre vie. Voilà, mais ça a été un très bon album, lu en 10 minutes, là encore, bah, ça je m'en doutais un petit peu, mais je le voulais vraiment pour ses illustrations et pour le côté objet livre. Il est vendu au prix de 16 €.
c'est dispensable très clairement dans la lecture manga, mais c'est un album que je garderai avec plaisir et que je refeuilleterai, je pense, à l'avenir. Je vais passer très vite concernant les 4 fins de série, tout d'abord puisqu'il y en a 2 que je n'ai pas du tout eu le temps de lire et je ne sais pas quand j'aurai le temps de les lire, tout simplement parce qu'il faudrait que je relise tous les tomes et que j'ai vraiment pas le temps en ce moment. Donc tout d'abord, il y a eu la fin en octobre de Belzebub de Ryuhei Tamura, c'est publié chez Kazemanga. Ce shonen s'est achevé avec son 28e tome. Je ne sais plus où je m'en étais arrêtée. J'ai continué la série parce qu'au début, elle était vraiment super fun. Je ne sais vraiment pas si ça s'est essoufflé par la suite. Je vous en reparlerai peut-être l'année prochaine sur ma chaîne. Mais là, c'est vraiment pas un projet immédiat de lecture. Ensuite, à niveau fin de série, je n'ai pas lu. Mais je vous l'ai déjà montré, il me semble, sur ma chaîne, dans mes vidéos suggestions de lecture pour Halloween. Il s'agit du 11e et dernier tome de Sankarea, Adorable Zombie de Mitsuru Atori. C'est publié chez Pika. Là encore, c'est du shonen avec des zombies, mais des zombies gentillés. Voilà, j'avais lu le début j'avais adoré. Je ne sais plus où je m'en suis arrêtée et c'est pas un projet immédiat là encore de lecture. Niveau lecture terminée, pour le coup, vraiment les séries c'est bon, c'est bouclé. Il y a eu le 4e et dernier tome de Marine Blue de Ayazawa, c'est publié chez Delcourt, donc de l'auteur de Nana. Je vous ai déjà présenté les 3 premiers tomes, je vous avais dit que c'était pas un gros coup de cœur, très loin de là, c'était assez niais. Et ce 4e tome est complètement sur la lignée des précédents. Alors le tome se termine à peu près à la moitié de ce tome 4, après on a 2 histoires, 2 ou 3, mais 2 il me semble, histoires bonus. Donc une qui est la suite directe et l'autre qui est en fait le prologue de l'histoire, en fait qui raconte une histoire pendant l'enfance de nos personnages principaux. Voilà, c'était pas mal, ça se lisait, je vais peut-être pas vous montrer la dernière page, mais clairement, si vous avez le choix entre choisir des titres de Ayazawa, c'est pas celui que je vous recommanderais le plus. Et enfin, dernière fin de série en demi-teinte là encore, il s'agit de 6000 de Nokuto Koake, c'est publié chez l'édition Komiku. Donc je vous montre les tomes 3 et 4 tout simplement parce que le tome 3, j'en avais plus parlé du tout, je m'étais arrêtée au tome 2, j'ai enchaîné les tomes 3 et 4 pour vraiment me conclure la série. Et je suis pas hyper convaincue par l'explication à toutes ces apparitions qu'on a. Je m'attendais vraiment à ce qu'on reste sur le registre de la folie, de l'imagination. Finalement, l'auteur a décidé de nous donner une explication tout autre qui ne m'a pas vraiment... qui ne m'a pas vraiment plu, voilà, je trouvais que c'était un petit peu trop tiré par les cheveux, je voulais vraiment qu'on reste dans le genre. À la fin on découvre qu'ils sont tous complètement barges, vous savez un petit peu ce genre de, comme Shutter Island ou comme Fight Club, ce genre de truc où à la fin vous êtes, ça vous retourne le cerveau, tellement vous dites mais en fait l'auteur, le réalisateur, tout ce que vous voulez nous a pris pour une bille pendant toute l'histoire et à la fin nous retourne complètement la tête. Et là c'est pas le cas, c'est une explication qui pour moi est complètement tirée par les cheveux et qui ne m'a pas trop plu. Après si vous cherchez un seinen d'horreur avec une bonne ambiance, voilà, c'est vraiment l'ambiance qui est intéressante dans ce titre plus que la peur elle-même, pourquoi pas, mais ça casse vraiment pas 3 pattes à un canard. J'aime bien cette expression. Donc voilà, vraiment en demi-teinte pour moi, quasiment un flop. Ainsi s'achève ce Gigabook Call of the Dead d'octobre 2015. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. S'il y a certains titres que je vous ai présentés, que vous avez d'ores et déjà lus, est-ce que vous en avez pensé. S'il y a des titres qui peut-être vous intéressent suite à cette vidéo. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!